Alors, je suis allé très vite sur beaucoup de choses, mais si vous avez des questions... Tout d'abord, te remercier pour cette conférence, qui est une conférence, bien sûr, extrêmement documentée, bien structurée, 4 points. Tu sors, bien sûr, de la leçon de l'ENA, mais tu as fait nettement mieux, puisque tu as rajouté un point qui était obligatoire. Voilà. Et surtout, bon, cette connaissance que tu as, parce que tu as travaillé sur des textes, tu as imbibé, imprégné, et ça passe très 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 bien. Alors, pour toutes ces raisons, bien sûr, nous te remercions tous. Alors, ça nous parle différemment tout ça, tous, parce que je pense que nous avons des attaches, peut-être à l'une, à l'autre, ou à aucune, mais ça ne peut pas nous laisser indifférents. Donc, voilà. Le moment des questions est tout à fait ouvert, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Bonsoir. Je me demande comment vivaient les simples mortels, comment vivaient cette situation, les catholiques et les protestants, au quotidien, si on peut dire. Voilà, au ras du terrain. Oui, mais c'est une bonne question et une question difficile. Alors, ça dépend des lieux, je vous dirais. Alors d'abord mal vécu. Donc on sait que sous le régime protestant, il y a des catholiques qui sont partis du Béarn et qui se sont réfugiés aux frontières, c'est-à-dire on va au village de l'autre côté, voilà. Et que certains catholiques béarnais qui ne se sont pas convertis au protestantisme allaient assister aux cérémonies religieuses en passant la frontière. Donc le Béarn n'est pas très grand, hein, donc on pouvait... Et un des points d'appui de la résistance catholique, ça a été la Soule. Parce que vous savez que la Soule dépend de l'évêché d'Oloron, et l'évêque d'Oloron s'est réfugié à Moléon. Oui. et il notamment... s'était déjà réfugié avant, oui. Lors de ce qu'il y a eu le pape à Rome et le pape à Avignon. Oui. Oui. Donc c'est... parce que la Soule, on est en terre de France. La Soule dépend du Parlement de Bordeaux. Hein. Donc ils sont à côté, mais... Donc, et pour les protestants, c'est un peu la même chose. À partir des années 1660, ils commencent à partir. Ils commencent à partir vers, essentiellement, vers l'Europe du Nord. Il y a 2 principales destinations pour les protestants béarnais, c'est l'Angleterre et c'est la Hollande. Donc, en général, ils s'embarquent à Bayonne. Et quand le port de Bayonne est trop surveillé, ils passent en Espagne, ils se font passer pour des marchands, et ils vont s'embarquer dans les ports espagnols vers l'Europe du Nord. Certains prennent la voie de terre, mais la voie de terre, elle est quand même longue, et c'est s'exposer davantage aux poursuites lorsqu'on essaie de s'exiler. Après, la deuxième partie de la réponse, c'est, je dis ça dépend. Ça dépend des lieux, parce que les densités religieuses ne sont pas les mêmes partout en Béarn. C'est le piège des statistiques lorsqu'on vous dit qu'il y a... donc, à la fin du XVIIe siècle, 20% de protestants et 80% de catholiques, mais la répartition n'est pas uniforme. Si vous allez à Salis de Béarn, au moment de la révocation, il y a 98% de protestants. Là, on ne va pas trop les embêter. À Orthez, ils sont 75% à ce moment-là. Donc, il y a des lieux où finalement on peut se réfugier dans les îlots majoritaires où on se sent un petit peu mieux. Voilà. Et puis il y a aussi la question de la... Il y a une troisième déclinaison, c'est celle des arrangements familiaux. Parce qu'on a des familles qui sont des familles multiconfessionnelles. Et donc là, selon les familles, eh bien, il peut y avoir des arrangements, des protections qui fonctionnent. Et puis on a des grandes familles béarnaises, on a des protestants et des catholiques, on a Légation, qui est une famille d'origine protestante, puis Légation se convertissent pour avoir leur place au Parlement. Mais vous avez un cas de Légation, quand même, qui est le maréchal, et qui, lui, est resté protestant jusqu'au bout. Alors que son frère était président du Parlement et défendait le catholicisme à ce moment-là. Mais donc là, il y a
il y a des arrangements familiaux qui fait que l'effet des persécutions, tout au moins personnelles, est atténué. Oui, s'il vous plaît, vous avez montré depuis que disons l'avènement d'Henri IV, les pressions que les protestants ont subies malheureusement pour changer de religion, certes. Mais le point de départ, quand Jeanne d'Albret fait ses ordonnances, c'est l'inverse. Comment ça s'est passé? De force, de gré? Oui. Non, ça marche là? Oui, ça marche. Très bien. C'est bon, Voilà, en face. Ça s'est pas bien passé pour tout le monde. Ben oui. Et c'est bien là que repose l'argumentation de Thibaut de la Vie et des parlementaires. On a changé les choses par la loi, on va changer les choses par la loi. Ce que disaient les évêques, vous nous avez donné 12 lieux de culte, ben nous on vous en reste que 10. Alors, sous Jean d'Albret, on va dire que les circonstances sont différentes. On a un siècle d'écart quasiment entre les années 1560 et 1660. L'ambiance est totalement différente. En 1660, l'Église catholique n'est pas celle du XVIIe siècle, ce n'est pas celle de la contre-réforme qui s'est installée, qui est en ce grand rouleau compresseur finalement, et ce grand mouvement de rénovation du catholicisme. Le catholicisme des années 1550-60, il n'est pas très brillant, et les membres les plus brillants justement sont, en général, ils ont franchi le pas, et ils ont entraîné beaucoup de monde, un certain nombre de personnes avec eux. Donc il y a une partie dans les années 1560, de gens qui sont un peu ce sont les idées nouvelles. Il y a beaucoup de pays qui changent. Le royaume de France avant 1572, c'est un peu comme l'Angleterre. Hein. Il y a eu, avec Henri VIII, on est passé au protestantisme. Un peu plus modéré parce que c'est la génération d'avant, c'est l'anglicanisme. Puis, avec Marie Tudor, retour du catholicisme. Avec Élisabeth, retour du protestantisme. Donc, les choses sont assez fluctuantes et les gens, à cette époque-là, ne savent pas trop véritablement où est la solution. On leur propose deux solutions, une solution en rupture et une solution en continuité. Et celle qui plutôt marche et qui est dans l'air du temps, c'est plutôt celle qui est en rupture. Sauf que là, dans les années 1560, on est une année de bascule. Ce qui peut marcher en 60 ne va plus marcher après dans les années 70. On est vraiment dans cette... Et pour ces événements, il ne faut surtout pas avoir le regard rétrospectif, mais il faut essayer de se mettre dans l'ambiance du temps, si on veut comprendre. Sinon, on a du mal à... Alors, donc, il y a ceux qui adhèrent, qui sont franchement convaincus, et qui sont les moteurs. On a ceux qui sont dans l'expectative et qui suivent. Et puis on en a quelques-uns quand même qui refusent. Sur les motifs de refus, on en a quelques-uns. C'est quand même des cultes traditionnels, c'est les cultes des saints qui posent problème. Et on a un beau texte sur les bergers de la vallée d'Ossau, qui disent si on n'a plus d'oratoire, qui est-ce qui va nous protéger de la foudre, etc. etc. Donc il y a cet argument-là que l'on voit apparaître. Mais globalement, l'adhésion est assez... il y a beaucoup d'expectatives à ce moment-là. Et donc, ce qui explique qu'il y a une partie importante dans certains lieux où les catholiques vont passer au protestantisme. Il y a des lieux où on va dire que ce choix va fonctionner. Et puis d'autres vont bien fonctionner. Alors là, ça pose aussi de nombreuses questions sur les situations locales, la politique locale, quelle est la personne qui dirige la communauté,
Est-ce qu'il va l'entraîner avec elle ou pas? Est-ce qu'il y a des antagonismes avec les voisins? Si vous prenez par exemple un village comme Ossanaspe, qui va devenir quasiment totalement protestant, regardez son voisin, c'est l'abbaye de Sarrance. Donc l'émancipation par rapport à l'abbaye. Ça, c'est une bonne solution pour se convertir, adhérer à cette nouvelle religion. C'est une bonne façon de s'affranchir de l'autorité de l'abbé. Et de l'autorité plus temporelle que spirituelle. Puis votre marche avec. Voilà, donc il y a énormément, il faudrait presque faire de la micro-histoire, localité par localité, pour comprendre les choses. Oui, mais enfin, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'on peut dire qu'avant, avant 1560, l'Église est en crise. D'une part, ça on le voit dans toute l'Europe, hein. Et ensuite, il y a une reprise surtout en Béarn, très très forte, par l'introduction, bien sûr, des ordres missionnaires. Vous prenez le cas de Colomb, Barnabite, qu'Henri IV fait venir d'Italie, mais c'est un protestant d'ici, de Pau. D'ailleurs, le père a été le bibliothécaire de Jeanne d'Albret, qui me corrige, bon, etc., etc. Les jésuites qui viennent, ça a été très difficile de les faire pénétrer. Au début, on n'en voulait pas. Après, en 1608, ils arrivent. Bon, et ils vont rechristianiser pratiquement tous les péchés d'Oloron, y compris la foule. Voilà. Donc, et il y a une autre chose. Quand on a étudié l'histoire de l'Espagne, on est mieux placé pour ça. C'est que le Concile de Trente pénètre très tardivement en France. En Espagne, en 1564, Philippe II prend un arrêté comme quoi le Concile de Trente est effectivement le texte de référence. En France, il faut attendre au moins 30-40 ans pour que les faits du Concile, de décret du Concile de Trente, puissent être effectifs. Voilà, donc ce sont des choses très... On est dans un différentiel, je vais dire, historiquement très éloquent. Voilà, Vous venez de dire les jésuites ont christianisé la Soule. Vous pouvez en dire un petit mot de... Écoutez, j'ai écrit tout un article il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas pour ce soir. Nous en dire un mot. Non, mais je ne veux pas. Non, c'est Philippe qui parle. Oui, vas-y. D'abord, ils ne l'ont pas rechristianisé, ils l'ont recatholicisé. Premièrement. Deuxièmement, la Soule a failli basculer, enfin la Soule n'a jamais été totalement protestante. Elle a failli basculer, mais là aussi, on parlait de famille tout à l'heure, il y a deux familles en Soule, que vous connaissez bien. C'est les Maïtis, oui. Qui vont donner les évêques de Laurent, et on a une famille qui est les Spondes. Et les deux maisons sont voisines, et donc Enneco de Sponde est un des meilleurs serviteurs de Jean d'Albret. C'est lui qui va d'ailleurs être envoyé à Genève pour ramener des pasteurs, les premiers pasteurs. C'est lui qui va devenir vice-chancelier de Navarre. Voilà. Mais c'est plutôt... Mais l'évêque aussi, Doloron, va s'installer aussi en Soule. Et donc là, le basculement vers le protestantisme ne se fait pas comme en Béarn. Mais quand même, le synode de Béarn regarde toujours vers la Soule et il va installer à Chartres un groupe de pasteurs basques, parlant le basque, pour tenter justement de convertir, d'amener la Soule dans le giron protestant. Ils ne vont pas y arriver. Voilà, donc pour la Soule, c'est un peu plus compliqué. La Navarre, les Navarrais, eux, il y a 3 églises protestantes en Navarre. Ils seront, qui vont disparaître. On a Saint-Palais, la Bastille de Clérance, et puis j'ai oublié quelle était la dernière. Voilà, mais ça, puis en général, la noblesse navarraise a pris fait et cause, même en 69, contre le souverain lui-même. Les Navarrais sont ligueurs, ils sont alliés avec le parti ligueur, et en dans les années 1590, ils vont même tenter un coup de main sur la chancellerie de Navarre à Saint-Palais, et ils vont s'emparer d'Enneco de Sponde, et qui va être enlevé d'ailleurs,
Ils vont voler les coins pour frapper monnaie. Et l'écho de sport mourra quelques temps après. Et donc là, pour la Soule, c'est un peu plus compliqué. Mais à telle enseigne, c'était compliqué, à telle enseigne que les jésuites ont voulu effectivement fonder un collège et qui a été, je veux dire, interdit par le Parlement de Bordeaux. Mais il y a eu la tentative de même qu'à Oloron, ils ont eu une petite résidence, mais ils ont voulu. À Oloron, c'est très simple. Parce que l'enseignement, qui était un enseignement tout à fait humaniste, dans une ville industrieuse comme Oloron, c'était vraiment pas du tout intéressant. On ne voulait pas, je veux dire, que des gens apprennent le grec et le latin, mais des techniques, bien sûr, commerciales, parce que c'est une ville, effectivement, de grand commerce. Encore d'autres questions? Allez-y, questions. Oui, une question. Comment se fait-il historiquement qu'il y ait des fiefs aussi localisés et donc très, très forts en protestantisme, comme vous avez évoqué Salis et Orthez dans une moindre mesure, même Matin en Charente ou Gobert en Beauce à côté d'Orléans, des endroits complètement perdus, mais et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui dans cette mouvance-là en quelque sorte, que 3 siècles après. Comment est-ce possible avec le brassage de la population, les mouvements voilà. Oui, c'est une question qui est posée, pour lesquelles on a des réponses partielles. D'abord, elle se pose en 2 termes. C'est d'abord la question du passage, et l'autre question, le second terme, c'est la question de la résistance. Parce qu'on a parfois des îlots qui sont des îlots de survivants, en quelque sorte, dans une région qui était totalement acquise au protestantisme. Alors il y a plusieurs raisons. Alors, normalement, le protestantisme s'installe plutôt dans des zones urbaines, parce que au début, les idées de la réforme se propagent par les marchands, ceux qui diffusent les écrits. Et les marchands, en général, ils ont des réseaux d'artisans qui travaillent pour eux. Et donc, les nouvelles idées passent par là. Et donc, c'est par ces réseaux, donc ce sont les villes très industrieuses, en général, et dans ces populations d'artisans que se développent ces nouvelles idées. Alors, on a des cas un peu différents. Par exemple, les Cévennes, qui sont assez rurales. Mais dans les Cévennes, on a un artisanat très fort qui s'est développé autour de la soie en particulier. Donc on a des réseaux d'artisans qui ont fonctionné. Mais dans les Cévennes, c'est pareil. Dans les Cévennes, il y a une vallée qui est restée catholique, qui a été bien étudiée par Robert Sauzet, qui a été un de mes professeurs, et qui est décédé il y a quelques semaines, malheureusement. Et donc, c'est difficile. Alors, les questions de résistance... alors d'abord, dans les villes où il y a des couvents, la résistance est plus compliquée. Si vous avez un couvent de récollets ou de capucins, ils sont très attractifs, ils sont très combatifs, et ils sont formés pour ça. Ils sont formés à la controverse, ils sont formés voilà, et puis ils ont l'appui du pouvoir en place, donc on va dire que là, les choses sont efficaces. Donc c'est plus difficile de résister dans des lieux comme ça. Ensuite, il y a quand même le taux dans des villes où la communauté protestante est très importante, et bien elle résiste mieux que dans des lieux. Il y a des seuils minoritaires qui sont difficiles à respecter. Lorsqu'une communauté descend en dessous des 20 ou 10%, à terme, ça devient compliqué. On a le cas de l'Auvergne, on a des communautés comme ça qui s'étiolent pendant tout le XVIIIe siècle et qui disparaissent, qui survivent à la révocation de l'idée de Nantes, et qui disparaissent dans le courant du XIXe siècle parce que, par le fait qu'il faut se marier. Et le vivier de la religion est quand même très limité. Si on ne veut pas être trop endogame, on est obligé de aussi se marier avec des catholiques. Et parfois ça arrange bien les choses parce que le poids des persécutions est tellement lourd que devenir catholique, parfois ça peut être une libération pour certains.
et ce qui a été montré aussi pour ces vallées auvergnates, ces communautés auvergnates, c'est que certes elles sont devenues catholiques, mais au XIXe siècle, le vote, lui, il n'est pas du tout conservateur, il est très républicain, et on les distingue des autres. Il y a une sorte de reliquat de ce protestantisme par une résistance par le vote au niveau politique. Mais la question est compliquée, elle n'est pas simple. Mais écoute, tu l'as rendu quand même très clair. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être briser là, clore là? Bon. Nous allons remercier très chaleureusement Philippe Chavert. Et nous le réinvitons à revenir quand il voudra. Voilà.